Cette vidéo ne représente pas un conseil en investissement. Investir comporte un risque de perte en capital. Vous êtes le seul et unique responsable de vos décisions d'investissement et il est de votre devoir de faire vos propres recherches avant d'investir. Ne faites confiance à personne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est Max de la chaîne L'investisseur indépendant et aujourd'hui on va faire une grosse vidéo sur le Bitcoin. Donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de faire en sorte que, quelles que soient vos connaissances sur le sujet, à la fin de cette vidéo, vous ayez compris ce qu'est Bitcoin, à quoi ça sert et quelle est la problématique à laquelle il répond. En effet, aujourd'hui, on entend encore beaucoup de personnes qui disent que les crypto-monnaies et le Bitcoin ne servent à rien et ne reposent sur rien. Sauf que ce que ces personnes oublient, c'est qu'au vu de la valeur que Bitcoin a aujourd'hui, c'est forcément qu'il répond à une problématique et qu'il y avait un besoin à ce sujet. Sinon, on n'en aurait probablement jamais entendu parler, puisque ça aurait été un projet qui serait mort dans l'œuf en 2008. On va essayer donc de faire une vidéo qui sera assez complète sur le sujet. On va essayer d'aborder un maximum de points sur le Bitcoin, mais sachez que bien évidemment, il est toujours compliqué d'aller vraiment très en profondeur sur ce sujet-là. On va pas parler du code ni de quoi que ce soit, tout simplement parce que je ne suis absolument pas compétent pour aborder ces sujets. Donc on va vraiment aborder quand même le Bitcoin de manière générale, tout en essayant de comprendre comment il fonctionne. Donc, j'ai divisé cette vidéo en 6 points, comme vous voyez sur ce sommaire. Donc, dans le premier point, on va déjà tenter de mettre un nom sur ce qu'est Bitcoin, à quoi ça sert, etc. Ensuite, on va revenir un petit peu sur la création du Bitcoin, comment il a été créé, quand il a été créé, etc. Ensuite, on va essayer de comprendre comment fonctionne la blockchain. On va voir ensuite quels sont les différents moyens d'acheter et de conserver du BTC. On verra également quels sont les principaux facteurs qui influencent le prix du Bitcoin. Et enfin, on essayera de voir quelle pourra être la suite pour le Bitcoin. Alors, du coup, Bitcoin, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que on a un seul nom, le Bitcoin, pour deux choses qui sont différentes. C'est-à-dire que Bitcoin, c'est déjà la blockchain Bitcoin sur lequel repose la création des jetons Bitcoin. Donc, rassurez-vous, dans cette vidéo, un peu plus loin, on verra ensemble ce qu'est une blockchain et comment ça fonctionne. Mais déjà, avant tout, Bitcoin est une blockchain. Et ensuite, les BTC, qui sont donc le ticker du Bitcoin, sont la monnaie numérique qui est créée sur cette blockchain. Donc, Bitcoin, c'est un protocole décentralisé qui permet l'échange de valeurs sans intermédiaire. Donc ça, c'est vraiment la définition de Bitcoin. Maintenant, c'est peut-être pas facilement compréhensible par tout le monde, donc je vais essayer de décortiquer les choses. Partons du principe qu'aujourd'hui, en 2024, Bitcoin n'a pas été créé et rien d'équivalent n'a été inventé depuis. Le seul moyen que vous avez aujourd'hui d'échanger de la valeur avec une autre personne, c'est soit en retirant des billets au distributeur d'une banque ou alors avec des pièces que vous avez sur vous, enfin de la monnaie, des euros, quoi, un billet de 10, un billet de 20, une pièce de 2 euros. Soit faire un paiement par carte bancaire, c'est-à-dire que voilà, vous payez avec une carte en plastique où en fait vous allez utiliser un réseau, que ce soit le réseau de Visa ou de Mastercard, qui lui ensuite va être connecté à votre banque, qui va envoyer de la valeur à la personne à laquelle vous allez demander cet envoi de valeur. Donc vous voyez, tout ce système, il inclut pas mal de participants et pas mal d'intermédiaires. Un autre moyen que vous avez également pour envoyer de la valeur, c'est de faire un virement bancaire. Donc soit en vous connectant sur votre application bancaire, sur votre ordinateur ou sur votre téléphone, soit en vous rendant physiquement dans une agence bancaire pour faire l'opération. À savoir que pour que le transfert soit définitif, il faudra que la banque accepte cette transaction, puisqu'il faut savoir que les banques ont le droit de refuser certaines transactions si elles estiment qu'elles ne respectent pas leurs standards d'utilisation ou la loi.
Aujourd'hui, avec le Bitcoin, si vous devez envoyer de la valeur à quelqu'un, même à l'autre bout du monde, en fait, vous pouvez le faire sans intermédiaire. C'est-à-dire que vous avez de la valeur qui sont vos BTC, vos Bitcoins, et vous pouvez les envoyer via la blockchain Bitcoin à n'importe qui, n'importe quand, sans demander l'autorisation à qui que ce soit. Puisqu'en fait, Bitcoin, c'est un système d'échange pair à pair, sans aucune autorité centrale. Demain, si vous vous pointez dans votre banque en disant je veux virer 15 000 euros à cette personne qui habite en Russie, vous allez voir que ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, j'ai pris l'exemple de la Russie, mais voilà, c'est un pays qui est sous embargo, avec la guerre en Ukraine, etc. Et donc, la banque a le droit de refuser certaines transactions que vous ordonnez sur votre compte bancaire. Vous allez aller voir votre banque demain en lui disant que vous voulez faire ce virement, ils vont vous dire que ce ne sera pas possible. Ou alors, la personne que vous allez avoir devant vous va saisir l'opération, mais de toute façon, elle sera bloquée par la banque et votre virement n'aboutira pas. Pourquoi? Parce que vous avez la banque, qui est donc une autorité centrale, qui elle, après, doit des comptes. C'est pas la banque qui décide de censurer les transactions, elle obéit aux règles qu'on lui donne et en fait, la banque, elle doit obéir aux lois du pays dans lequel, elle est installée, donc aujourd'hui en France et aujourd'hui, vu que des pays comme la Russie, l'Iran ou d'autres pays sont sous embargo, la France va interdire à aux banques, en fait, de valider ce genre d'opération. Donc votre virement ne passera pas. Maintenant, vous avez ouvert un compte sur Binance, vous avez acheté vos premiers bitcoins, vous allez pouvoir envoyer vos bitcoins à qui vous voulez, où vous voulez, quand vous le voulez, sans que personne n'ait rien à dire à ce sujet. Ni le pourquoi, ni le comment, ni pourquoi, ni qui est cette personne par rapport à vous, pourquoi est-ce que vous lui envoyez de l'argent, pourquoi c'est tel montant, etc. Donc en fait, c'est ça aussi Bitcoin, c'est vous reprenez un petit peu le contrôle, et même pas qu'un petit peu d'ailleurs, vous reprenez le contrôle sur votre argent. Voilà, donc c'est une monnaie électronique décentralisée. Donc je vais insister sur le mot décentralisé, puisque en fait, aujourd'hui, personne ne contrôle le Bitcoin. Il n'y a pas une entreprise Bitcoin aujourd'hui. Il n'y a pas un PDG de l'entreprise Bitcoin avec des bureaux, etc. Personne ne contrôle le Bitcoin. Le Bitcoin, c'est juste un protocole, un programme informatique qui tourne par lui-même et qui n'a besoin de personne pour être régulé ou quoi que ce soit. C'est le code qui régit tout. Donc c'est un système qui est également libre et non discriminatoire. Le Bitcoin, il s'en fiche que vous soyez un homme, une femme, que vous soyez blanc, que vous soyez noir, que vous habitiez en France ou que vous habitiez en Laponie ou en plein milieu du Sahara. À partir du moment où vous avez une connexion Internet, vous avez accès à la blockchain Bitcoin et vous avez accès au réseau Bitcoin. Vous pouvez acheter des BTC, envoyer des BTC, conserver des BTC, qui que vous soyez et où que vous soyez dans le monde. Bitcoin, c'est le premier moyen de paiement international et natif d'Internet. C'est ce que je viens de vous dire. À partir du moment où vous avez accès à une connexion Internet, vous avez accès à la blockchain Bitcoin, vous pouvez acheter, conserver ou transférer des Bitcoins où vous le voulez, quand vous le voulez et à qui vous le voulez. Donc, c'est en fait à ça que répond le Bitcoin. C'est une réappropriation de l'argent. Pourquoi une réappropriation de l'argent? Parce qu'à partir du moment où vous détenez vos BTC sur votre propre clé privée, personne ne peut geler vos fonds, personne ne peut vous les saisir et personne ne peut vous empêcher de faire ce que vous voulez avec. Aucun pays, aucune banque, aucun gouvernement ne peut vous imposer quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire que vous pouvez faire tout et n'importe quoi non plus avec vos bitcoins, puisque c'est aussi la mauvaise réputation que Bitcoin a, de gens qui ne connaissent pas très bien le sujet. Ils disent, ah bah, de toute façon, Bitcoin c'est utilisé pour le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. On verra tout à l'heure quand on parlera de la blockchain que c'est un argument qui est totalement invalide, puisqu'en fait, tout est public sur Bitcoin.
toutes les opérations qui sont enregistrées sur la blockchain sont publiques et consultables par n'importe qui. Petit aparté, on y reviendra tout de suite après. Donc on parle de réappropriation monétaire, puisqu'en fait, l'argent qui est sur votre compte bancaire, demain, si la banque estime que vous avez enfreint la loi ou que vous faites du blanchiment d'argent ou du financement du terrorisme par exemple, l'accès à vos comptes bancaires peut être d'un seul coup gelé et vous ne pouvez plus avoir accès du tout à votre argent. Ce qui est absolument impossible sur Bitcoin, à partir du moment où vous les détenez avec vos clés privées. Donc c'est important de comprendre ça. Une fois que vous avez vos bitcoins sur votre clé privée, vous pouvez les conserver, vous pouvez en racheter, vous pouvez en vendre, vous pouvez en transférer où vous voulez, quand vous voulez, à qui vous voulez, et personne n'a rien à redire là-dessus. Bien évidemment, la blockchain étant publique, si vous faites des opérations illégales avec vos BTC et qu'on arrive à remonter jusqu'à vous, ce qui a déjà été maintes et maintes fois le cas, vous vous ferez quand même avoir. Mais si vous voulez envoyer de l'argent à quelqu'un, même à l'autre bout du monde, vous pouvez le faire rapidement, sans demander l'autorisation à qui que ce soit, avec des frais qui sont très faibles et sans qu'on vous demande de justifier l'opération. Puisque en fait, demain, si vous allez faire un virement, si vous allez dans votre banque pour faire un virement de plusieurs milliers d'euros, vous pouvez être sûr qu'on va vous demander pourquoi vous envoyez cette somme, qui est cette personne pour vous, est-ce que vous avez des documents à fournir. Pourquoi? Parce que la banque, elle fait pas ça juste par curiosité, hein, faut bien le savoir non plus, on n'est pas là pour tirer à boulet rouge sur les banques. Mais aujourd'hui, en fait, les banques, elles ont une obligation de traçabilité de l'argent. C'est-à-dire que, en cas de contrôle de l'État, et des organismes de contrôle de l'État qui contrôlent les banques, la banque, elle doit être capable de justifier à ces organismes de contrôle que elle a bien contrôlé, en fait, que vous ne faites pas de blanchiment d'argent ou de financement du terrorisme, notamment. Et donc, en fait, pour ça, la banque, elle peut être amenée à vous demander des justificatifs sur pourquoi vous faites un virement à l'étranger, qui est cette personne pour vous, pourquoi c'est ce montant-là, etc. Sur Bitcoin, personne ne vous demandera jamais rien, et même à 3 heures du matin avec votre agence bancaire fermée sur votre canapé, vous pouvez envoyer des fonds qui seront reçus par le bénéficiaire en 10 minutes et avec des frais qui sont bien plus faibles que si vous auriez dû faire un virement international dans votre banque, où vous auriez eu des frais de transfert et des frais de conversion, puisque probablement que vous auriez fait un virement dans une autre devise, donc ça vous aurait coûté bien plus cher que ce que ça vous coûterait en transférant du Bitcoin. Donc on a déjà donné pas mal d'informations dans ce point numéro 1, et donc on va passer tout de suite au point numéro 2. Donc, création du Bitcoin, par qui et pourquoi? Donc, le Bitcoin a été créé par une entité nommée Satoshi Nakamoto. Personne ne sait qui est Satoshi Nakamoto, si c'est un homme, si c'est une femme, si c'est une seule personne, si c'est un groupement de personnes. Il y a eu énormément de spéculations à ce sujet, il y a eu énormément de documentaires, d'articles qui ont été publiés prétendant avoir découvert qui était Satoshi Nakamoto. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas qui est Satoshi Nakamoto et le seul moyen aujourd'hui de pour quelqu'un de prouver qu'il est Satoshi Nakamoto est de faire bouger les premiers bitcoins qui ont été minés, puisque les premiers bitcoins qui ont été minés par Satoshi Nakamoto lui-même, et qu'aujourd'hui, ces 1,1 million de bitcoins n'ont jamais bougé. Donc le seul moyen aujourd'hui pour qui que ce soit de prouver qu'il est Satoshi Nakamoto serait de faire une transaction avec ces portefeuilles-là. À noter que dernièrement, il y a un documentaire sur HBO qui est sorti prétendant avoir découvert qui était Satoshi Nakamoto. Je vous laisserai le voir si vous en avez l'occasion et vous faire votre propre idée. La réalité, c'est qu'il n'y a pas réellement de preuves qui prouvent que la personne qu'ils ont désignée comme étant Satoshi est réellement Satoshi. En tout cas, cette personne l'a nié et elle a dit une chose que j'ai trouvée très intéressante.
Cette personne a dit que si elle était réellement Satoshi Nakamoto, elle aurait détruit toutes les preuves et tous les moyens de s'identifier, de prouver qu'il était Satoshi Nakamoto pour ne jamais être tenté de le faire. Donc peut-être que Satoshi Nakamoto est mort, c'est une théorie qui circule, qui est relativement, connue. Peut-être que Satoshi est encore en vie et que c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire qu'il a détruit tous les moyens d'accéder à ses anciens portefeuilles ou de prouver qu'il était Satoshi Nakamoto pour ne jamais être tenté de révéler sa véritable identité. Donc, nous allons désormais voir quelles ont été les étapes de création du Bitcoin. Alors, le Bitcoin, on a commencé à en entendre parler en fait en 2008, puisqu'en 2008, un individu du nom de Satoshi Nakamoto rejoint une liste de discussion sur un forum de cypherpunk. Donc les cypherpunk, qu'est-ce que c'est? Ce sont pour la plupart des informaticiens, des codeurs, voilà, des gens qui sont très branchés tech, dont le but est de protéger au maximum la vie privée des gens sur Internet, et ce sont un peu des défenseurs de la liberté individuelle. Donc Satoshi Nakamoto rejoint ce forum en 2008 pour discuter d'un projet sur lequel il travaille depuis 1 an et demi, d'après ses dires. Et donc il commence à échanger avec la communauté des cypherpunk sur le Bitcoin. Et en octobre 2008, il publie donc le livre blanc de Bitcoin, qui sera donc l'explication de ce que va être le BTC. Et en janvier 2009, Satoshi Nakamoto lance officiellement sa blockchain avec le minage du premier bloc, le fameux Genesis block, qui sera donc miné le 3 janvier 2009. On a d'autres dates qui sont assez importantes qui vont suivre, qui ont aidé à faire connaître Bitcoin et qui sont entre guillemets entrées dans la légende. En juin 2010, vous avez une personne qui va acheter 2 pizzas pour 10 000 bitcoins dans la chaîne de pizzeria américaine Papa John's, et ce sera donc la première transaction de l'histoire en bitcoin. Et enfin, en juin 2011, Wikileaks se fait couper tous les canaux qui leur permettaient de recevoir des dons par le gouvernement américain à la suite de certaines révélations que vous connaissez tous. Et suite à cela, les cypherpunks proposent de faire des dons à Wikileaks en Bitcoin. Et donc c'est la première fois que Bitcoin sera utilisé pour contourner un outil de censure gouvernementale. En avril 2011, donc très peu de temps avant, vous avez donc le dernier message de Satoshi Nakamoto en rapport avec le Bitcoin, où en fait quelqu'un lui demande s'il s'est retiré du projet ou s'il souhaite rejoindre la communauté des développeurs qui travaillent encore sur le projet. Ce à quoi Satoshi répondra qu'il est passé à autre chose, que Bitcoin est désormais entre de bonnes mains avec les développeurs qui s'occupent de ça, qu'il préfère qu'on ne parle plus trop de lui, puisque le fait que l'on ne sache pas qui il est réellement a tendance à faire de Bitcoin une monnaie pirate, et qu'il préférerait qu'on se concentre sur le projet open source en lui-même afin de continuer à le développer. C'est une des dernières fois qu'on aura un message de Satoshi Nakamoto. Donc maintenant, on va essayer de voir pourquoi. Pourquoi Satoshi a-t-il créé le Bitcoin? Rappelez-vous qu'on est en 2008, et en 2008, on est en plein milieu de la crise des subprimes, crise économique mondiale qui aura été causée par les banques. Satoshi Nakamoto a créé le Bitcoin pour s'opposer aux banques et pour laisser aux citoyens de ce monde une alternative au système financier traditionnel. D'ailleurs, dans le Genesis block, le premier bloc qui aura été miné sur Bitcoin, vous y retrouverez cet article, donc qui est un article du Times, dont l'article tout en bas est titré Chancellor of Brink of Second Bailout for Banks, avec mon magnifique accent anglais. Ou en gros, donc en fait, en français, il est titré que le chancelier anglais envisage pour la seconde fois de renflouer les banques. Donc on voit que au travers du livre blanc et au travers de l'utilité de Bitcoin, et en plus de cet article
qui a été inséré dans le premier bloc miné sur Bitcoin. L'objectif de Satoshi Nakamoto était vraiment de pouvoir proposer une alternative à ce système financier que visiblement il n'appréciait pas. Et on voit quelques années plus tard que bon, ça s'est pas exactement passé comme il l'avait prévu en tout cas, puisque comme on a dit plus tôt, aujourd'hui même les banques et toutes les institutions financières les plus grosses de ce monde investissent aujourd'hui massivement dans le Bitcoin. Cependant, dans un certain sens, on peut quand même se dire que la vision de Nakamoto a quelque part fonctionné, puisque même si aujourd'hui Bitcoin n'est plus un moyen, comme on voit, de s'opposer aux banques, de détruire les banques et de construire un système financier parallèle qui n'a plus besoin des banques, Bitcoin et le monde des cryptos en général offrent quand même une alternative au système financier traditionnel. Et dans certains pays, notamment les plus pauvres, qui ont peu d'infrastructures ou qui ont des monnaies qui se dévaluent à une vitesse catastrophique avec une inflation à 2 chiffres continuellement, les crypto-monnaies permettent aux populations sur place de pouvoir garder un certain niveau de vie, de se protéger contre l'inflation, de pouvoir échanger et envoyer de la valeur assez rapidement. Donc dans un certain sens, à ce niveau-là, la vision de Satoshi Nakamoto s'est réalisée. D'autre part, le Bitcoin a quand même plusieurs fois montré sa capacité et son utilité en termes de résistance à la censure. Et on l'a vu tout à l'heure, le premier cas d'usage dans ce cas de figure-là, ça a été l'affaire Wikileaks, puisque Wikileaks ne pouvait plus recevoir de dons de qui que ce soit après l'intervention du gouvernement américain qui avait coupé tous les canaux pour que Wikileaks reçoive des dons. Et le fait que le Bitcoin ait été utilisé pour pouvoir continuer à faire des dons à Wikileaks malgré les interdictions du gouvernement américain a d'une part prouvé que Bitcoin était bel et bien résistant à la censure, puisque le gouvernement américain n'a pas réussi à faire en sorte que Wikileaks ne puisse recevoir de dons en Bitcoin. Et cette affaire a d'ailleurs grandement contribué à la popularité de Bitcoin et à le faire connaître dans le monde entier. Par la suite, vous avez eu plein d'autres exemples. Par exemple, pendant la crise sanitaire, au Canada, les chauffeurs poids lourds qui refusaient de se faire vacciner ont fait grève pendant longtemps dans le pays et ont fait route pour bloquer la capitale pour manifester leur mécontentement. Sauf que du coup, ils n'étaient pas payés. Et donc, il y a des gens qui se sont regroupés sur Internet et qui ont créé une cagnotte en ligne pour pouvoir aider ces chauffeurs routiers qui ne recevaient pas de salaire pour qu'ils puissent continuer leur grève. Et quand le gouvernement canadien a découvert ça, en fait, il a fait fermer la cagnotte, il a fait geler les comptes bancaires des gens qui avaient créé cette page sur internet, et cetera. Et donc suite à cela, on a eu aussi une levée de bouclier de la part de la communauté crypto, qui du coup a décidé en fait de continuer à alimenter les chauffeurs qui faisaient grève au travers des crypto-monnaies et notamment du Bitcoin. Donc on voit que c'est un outil qui peut s'avérer extrêmement puissant quand des gouvernements essayent de censurer certains mouvements. Le Bitcoin se pose comme une alternative et on sait maintenant, on a déjà eu la preuve par plusieurs fois dans des exemples comme ceux que je viens de vous donner, que personne ne peut censurer le Bitcoin et que justement quand des gouvernements essayent de censurer certaines actions, la communauté crypto arrive à ce moment-là en disant ok, vous voulez censurer, pas de problème, vous pouvez censurer la finance traditionnelle, mais vous ne pourrez pas censurer les cryptos et nous on va intervenir et on va faire en sorte d'aider les gens que vous censurez avec les cryptos. Voilà, donc maintenant on va pouvoir passer au point numéro 3 qui va être le gros morceau de la vidéo où on va parler de la blockchain et de son fonctionnement. Donc on va vraiment rentrer en détail sur comment fonctionne la blockchain et ce que c'est réellement, mais on va déjà dans un premier temps la définir. Donc en fait, la blockchain, c'est un registre de comptes décentralisé, transparent et immuable. Ce sont ces trois critères-là qui donnent toute la valeur à Bitcoin. Le fait que ce soit décentralisé, que personne ne puisse le contrôler, que ce soit transparent, que tout le monde
soit apte à se connecter et à voir en direct qu'est-ce qui se passe sur la blockchain, quelle transaction passe, à quel moment, etc. Et qu'une fois qu'une transaction a été enregistrée sur la blockchain, elle est immuable, plus personne ne peut l'effacer ou la modifier. Et maintenant, à l'aide de certains articles que j'ai choisis, on va rentrer un peu plus en détail là-dedans pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Et je vais essayer de vous simplifier cela au maximum, parce que c'est vrai que c'est un petit peu technique, mais on va essayer de simplifier les choses le plus possible. Et donc, on se retrouve tout de suite sur un article du site Vires in Numeris, je ne sais pas du tout si je prononce le nom correctement, que j'ai trouvé très intéressant, très complet, et dont je vous mettrai le lien en description de la vidéo. Et on va se concentrer donc sur le paragraphe qui est affiché actuellement à l'écran, que je vais vous lire, et on va revenir après en détail sur chacune des choses qui sont citées dans ce paragraphe. Donc, dans Bitcoin, une foule de notions interviennent. Le système est fondé sur un réseau public et décentralisé de nœuds qui font tourner un logiciel open source. Ces nœuds vérifient des opérations cryptographiques et entretiennent un registre distribué et horodaté appelé la chaîne de blocs, registre où sont enregistrées toutes les transactions d'une unité de compte, le Bitcoin. Au sein de ce réseau, un certain nombre d'acteurs appelés des mineurs utilisent la puissance de calcul de leur machine afin de valider les transactions effectuées par le réseau et reçoivent en échange une rémunération en Bitcoin. Tout cela forme un tout harmonique qui permet à Bitcoin d'exister depuis quasiment 12 ans. Donc on voit déjà que cet article a quelques années, puisque Bitcoin aujourd'hui existe depuis bientôt 16 ans, mais c'est pas ça le plus important. Et donc on va reprendre les notions une par une. Donc le système est fondé sur un réseau public et décentralisé de nœuds qui font tourner un logiciel open source. Là déjà, on a une quantité pharaonique d'informations à aller creuser. Donc le réseau public, bien évidemment, c'est la blockchain qui est donc décentralisée. Et on nous parle de nœuds. Donc on va tout de suite aller voir ensemble qu'est-ce qu'un nœud. Et donc on se retrouve sur un nouvel article qui cette fois-ci est du site Ledger, où on va voir un peu plus en détail ce qu'est un nœud sur la blockchain Bitcoin. Donc dans un premier temps, on va regarder ensemble les points clés, et il y a un deuxième paragraphe que je voulais voir avec vous également. Encore une fois, on va pas voir tout l'article, bien évidemment, parce qu'il est très long et très complet. Mais pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien en description et vous pourrez aller le consulter. Donc les points clés. Les blockchains publiques utilisent une infrastructure décentralisée qui repose sur un réseau d'ordinateurs appelé nœud. Elle ne repose pas sur des serveurs centralisés comme c'est le cas pour Internet. Donc là, on voit déjà d'où vient la décentralisation de la blockchain. C'est le fait qu'en fait, il y a une quantité astronomique de nœuds sur le réseau Bitcoin qui sont disséminés un petit peu partout dans le monde. Et c'est donc pour ça qu'on ne peut pas leur imposer une législation commune, puisque en fait, il est impossible tout simplement pour tous les pays du monde de s'accorder sur des législations communes. Et c'est donc ce qui fait que le Bitcoin est décentralisé et peut échapper au contrôle des gouvernements. Donc, les nœuds crypto conservent le dernier enregistrement des réseaux de blockchain. Ils vérifient et approuvent en permanence les nouvelles transactions. Ils veillent également à ce que chacun respecte les règles établies par le réseau. Donc là, on voit aussi, on commence à toucher du doigt pourquoi la blockchain Bitcoin est immuable. Et donc, on va développer un petit peu ce point par après, vous allez voir. Il existe de nombreux types de nœuds ayant des cas d'utilisation différents, tels que les nœuds de minage et de validation qui créent et proposent de nouveaux blocs. On reviendra un petit peu sur cette ligne-là un peu plus tard dans la vidéo. Donc cet article vous explique ce qu'est un nœud crypto, comment il fonctionne et ce qu'il apporte aux transactions sur la blockchain. Donc on va juste descendre un tout petit peu pour aller chercher ce paragraphe qui est surligné là. Donc qu'est-ce qu'un nœud crypto? Un nœud crypto est un ordinateur distinct capable d'interagir avec un réseau de blockchain et qui en fait partie. Sur la plupart des blockchains, chaque nœud est un ordinateur distinct qui stocke toutes les informations de la blockchain, également appelé registre distribué. Puisque chaque nœud possède une copie des mêmes informations, ils peuvent procéder à des vérifications mutuelles. Et donc, là, on commence à comprendre pourquoi la blockchain Bitcoin est immuable.
En fait, la blockchain, c'est ni plus ni moins qu'un registre de comptes numérique. Un petit peu comme un tableau Excel ou encore même plus simple, un livre de comptes où vous écrivez à chaque fois toutes les transactions que vous avez. La seule chose, c'est qu'en fait, ce livre de compte, si vous écrivez quelque chose dans un livre de compte, bah, il y a quelqu'un qui vous vole votre livre ou qui le jette au feu et c'est terminé, on n'en parle plus. Ce qui est différent avec la blockchain, c'est qu'en fait, que quand quelqu'un va rajouter une ligne sur ce livre de compte, bah, en fait, ce livre de compte, il est automatiquement démultiplié à travers le monde entier et à travers des milliers d'ordinateurs différents. Ce qui fait que même si quelqu'un vous vole, vous, votre ordinateur ou votre livre de compte et le jette au feu, bah, en fait, il y a toujours tous les autres qui ont la copie, qui ont toujours la copie intacte et qui donc peuvent vérifier quelle était la transaction d'avant, quelle était censée être la transaction suivante. Et c'est ce qui fait qu'on ne peut pas changer une fois qu'une transaction est inscrite sur la blockchain, on ne pourra pas la changer, puisqu'en fait, il y a des milliers d'ordinateurs partout dans le monde qui ont la copie des transactions et qui donc seront capables de dire non, 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 là, il y a quelque chose qui va pas sur cette transaction-là. Moi, c'était pas l'information que j'avais. Et tous les autres ordinateurs non plus. Donc, c'est qu'on sait qu'il y a eu un problème à cet endroit-là et donc on rejette cette transaction. C'est ce qui rend la blockchain immuable. En fait, c'est un consensus à travers des milliers d'acteurs différents qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas confiance les uns dans les autres, mais qui pourtant, en fait, se mettent d'accord pour vérifier et pour maintenir euh, un système, en fait, qui fonctionne grâce à cette interconnexion, en fait, de différents ordinateurs partout dans le monde. Donc les nœuds sont capables de vérifier, d'enregistrer les nouvelles transactions et de les diffuser sur le réseau sans recourir à une entité centrale. Plus il y a de nœuds crypto, plus il est difficile de manipuler l'ensemble du système. En effet, pour corrompre une blockchain, il faut bien souvent qu'un pirate parvienne à contrôler plus de 51% des nœuds. Cela est pratiquement impossible sur les réseaux populaires, tout simplement à cause du nombre élevé de nœuds qu'il faudrait contrôler. Donc, quand on parle de réseaux populaires, on parle des cryptos les plus connus, hein, bien évidemment, Bitcoin en fait partie, également peut-être Ethereum. Voilà. Donc en fait, aujourd'hui, un des moyens en tout cas, et peut-être c'est pas le seul, mais un des moyens qu'on aurait en gros d'attaquer le Bitcoin et d'en prendre le contrôle, ce serait de posséder 51% des nœuds de validation. Et au vu du coût énergétique que cela engendrerait en puissance de calcul pour prendre contrôle de 51% de la puissance de calcul et des nœuds, c'est quasiment impossible que cela arrive, tout simplement parce que ça demanderait un coût astronomique d'investissement pour en plus faire tomber le Bitcoin, donc pour aucun intérêt spéculatif, on n'aurait aucun retour financier en fait sur ce type d'attaque, puisque ça ferait simplement s'effondrer tout simplement le Bitcoin. Voilà, donc je pense que pour les nœuds, on a fait à peu près le tour en tout cas pour cette vidéo. Encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, vous avez les liens de l'article de Ledger en description, ce qui vous permettra d'en savoir beaucoup plus si vous le souhaitez. Donc on va revenir à notre article numéro 1. Donc ces nœuds vérifient des opérations cryptographiques et entretiennent un registre distribué et horodaté appelé chaîne de blocs, registre où sont enregistrées toutes les transactions d'une unité de compte, le Bitcoin. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on vient de voir sur l'article de Ledger, donc où en fait les nœuds sont là pour vérifier qu'il n'y ait pas de falsification de la blockchain. Et comme chaque millier d'ordinateurs qui est connecté au réseau Bitcoin ont chacun une copie intégrale de ce que doit être le réseau, ils peuvent s'interconnecter pour vérifier qu'il n'y a pas eu de falsification des opérations. Et en fait, la blockchain, donc la chaîne de blocs, c'est juste un enchaînement de blocs d'opérations qui sont horodatés pour qu'on puisse bien vérifier en fait qu'ils s'emboîtent bien tous les uns à la suite des autres et qu'il n'y en a pas un à un moment donné qui aura été intercalé là où il n'aurait pas dû être ou ce genre de choses. Donc, registre où sont enregistrées toutes les transactions d'une unité de compte, le Bitcoin. Donc là, on parle bien évidemment de la blockchain Bitcoin. Et donc, en fait, toutes les transactions que vous allez faire en Bitcoin sont enregistrées sur cette blockchain. Au sein de ce réseau, un certain nombre d'acteurs, appelés des mineurs, utilisent la puissance de calcul de leur machine afin de valider les transactions effectuées par le réseau et reçoivent en échange une rémunération en Bitcoin.
Tout cela forme un tout harmonique qui permet à Bitcoin d'exister depuis quasiment 12 ans. Donc là, on va aborder un nouveau sujet très important de la blockchain Bitcoin, les mineurs et la création de nouveaux Bitcoins. Et donc, on se retrouve sur un troisième article qui est cette fois de Bitpanda. Donc, vous aurez à nouveau les liens en description si vous voulez en savoir plus. Et on va regarder du coup ce qui est affiché à l'écran et décortiquer tout ça paragraphe par paragraphe. Donc, le fonctionnement du minage de Bitcoin. Donc, à l'instar des chercheurs d'or munis de pioches et de pelles, un mineur de Bitcoin a besoin de deux choses, du matériel de minage et de l'énergie. Les mineurs mettent à disposition des réseaux de crypto-monnaies en proof of work comme Bitcoin la puissance de calcul et l'électricité de leurs machines. Donc on va déjà s'arrêter et faire un point sur ce qu'on vient de dire ensemble, puisqu'on vient de mettre le doigt sur un critère très important du fonctionnement de la blockchain Bitcoin, le fameux proof of work ou preuve de travail en français. La preuve de travail, c'est un des éléments qui va contribuer à la sécurité du réseau Bitcoin. En fait, pour faire très simple, la création de nouveaux bitcoins, elle se fait en résolvant des problèmes mathématiques. On va voir ça tout de suite après. Et ça se fait avec du matériel informatique qui s'appelle aujourd'hui des ASIC, qui sont branchés donc sur la blockchain, qui tournent en permanence pour essayer de résoudre un problème mathématique. Et quand votre ASIC résout le problème mathématique en premier, il va pouvoir inscrire les transactions qu'il voulait sur la blockchain et en récompense de cette inscription qui sera validée par les autres ordinateurs qui sont connectés au réseau pour vérifier qu'il n'y ait pas d'anomalie sur la blockchain, vous recevrez des nouveaux bitcoins fraîchement minés, tout neufs, pour avoir participé à la sécurisation du réseau Bitcoin. Voilà, on va avancer un peu plus loin dans l'article et on reviendra peut-être sur quelques notions un peu plus tard. Concrètement, miner consiste à résoudre des énigmes mathématiques complexes. Les ordinateurs des mineurs, appelés nœuds, agrègent les transactions individuelles des 10 dernières minutes, l'intervalle fixe entre deux blocs Bitcoin en blocs. Ils entrent ensuite en compétition pour être les premiers à résoudre un challenge cryptographique permettant de valider le nouveau bloc à ajouter à la blockchain. Donc c'est à peu près ce que je vous ai expliqué avant de lire ce paragraphe-là. En fait, on résout des problèmes mathématiques complexes. Donc on voit que les ordinateurs des mineurs sont également appelés nœuds, puisqu'effectivement, en fait, tous les mineurs du réseau Bitcoin sont automatiquement des nœuds. À l'inverse, par contre, tous les nœuds ne sont pas forcément des mineurs. Et donc ils agrègent les transactions dans des blocs et ils essayent de résoudre un problème mathématique pour agréger ces transactions à la blockchain. Et donc, il y a un nouveau bloc qui est ajouté à la blockchain toutes les 10 minutes, ce qui fait qu'on a une création de nouveaux bitcoins toutes les 10 minutes. Donc voici le fonctionnement en détail. Les transactions initient l'ouverture d'un bloc. Les données de transaction y sont inscrites, puis le bloc est refermé et un hash contenant tous les détails chiffrés de la transaction est généré. Chaque nouveau bloc incorpore les informations du bloc précédent, formant ainsi une chaîne infalsifiable, ce qui garantit qu'une même unité monétaire ne peut pas être dépensée deux fois. Donc là encore, dans ce paragraphe, on a beaucoup de choses importantes à reprendre. Donc comme je vous ai expliqué dans le paragraphe précédent, les mineurs, ils regroupent les transactions au sein d'un bloc. Le bloc est fermé. Il est ensuite ajouté à la blockchain avec un code qu'on appelle un hash, qui reprend des détails du bloc précédent pour être sûr qu'en fait, il doit bien être à cette place-là et qu'il n'y a pas un bloc qui aura été intégré de manière malicieuse. En fait, le problème qu'a résolu Bitcoin, qu'on n'avait pas réussi à résoudre jusqu'à maintenant, et qu'on voit aujourd'hui dans ce paragraphe, c'est le problème de la double dépense. Vous voyez, ce qui garantit qu'une même unité monétaire ne puisse pas être dépensée deux fois. Aujourd'hui, en fait, pourquoi on a des banques et des entreprises centralisées? En fait, ces banques sur qui repose la confiance, elles sont là pour ça, pour vérifier en fait que vous ne dépensiez pas deux fois le même euro.
Sauf qu'en fait, on n'avait jamais réussi à le faire de manière décentralisée. Il nous fallait forcément une entreprise centralisée pour contrôler tout ça et vérifier qu'il n'y avait pas de double dépense de vos euros. Et donc, c'est ce que la blockchain Bitcoin a réussi à créer de manière décentralisée. Et donc, on n'a plus besoin d'une entité de contrôle pour vérifier qu'il n'y a pas de double dépense, puisque c'est fait en fait de manière automatique sur la blockchain Bitcoin grâce aux mineurs et grâce aux nœuds. Donc, un seul mineur parvient à résoudre en premier l'énigme mathématique. La solution est alors diffusée à l'ensemble du réseau et les autres nœuds en vérifient la validité. Si tout est correct, le nouveau bloc est ajouté à la blockchain et le processus recommence. Donc voilà, c'est exactement ce que je vous ai dit. Une fois que vous avez résolu un problème mathématique, cette solution, elle va être diffusée sur l'ensemble du réseau pour être vérifiée par les autres acteurs qui sont connectés au réseau. Donc les autres acteurs vont vérifier que votre transaction est bien valide et que vous n'êtes pas un attaquant avec une transaction malicieuse. Et une fois qu'ils ont contrôlé que tout était correct, ce nouveau bloc est ajouté à la blockchain, inscrit, gravé dans le marbre à tout jamais. Donc l'efficacité du minage de Bitcoin est généralement évaluée par le hash rate, qui représente le nombre d'essais effectués chaque seconde par un mineur pour trouver le prochain bloc. Donc là, on a aussi une notion importante de la blockchain Bitcoin, qui est donc le hash rate, qui, pour faire simple, en fait, est le niveau de difficulté des problèmes mathématiques qui va s'ajuster automatiquement. Et ça, c'est quand même assez incroyable, hein, mais par exemple, il y a quelques années, la Chine a interdit le minage de Bitcoin, alors que je crois que quasiment 40% des mineurs étaient branchés en Chine. Ce qui fait qu'en fait, du jour au lendemain, tous ces mineurs se sont retrouvés dans l'illégalité et ont dû donc débrancher leur machine qui sécurisait le réseau Bitcoin. À ce moment-là, en fait, quand vous avez une grosse partie des mineurs qui se débranchent de la blockchain, ça veut dire que vous avez moins de concurrence pour que vos propres blocs soient validés. Donc vous avez plus de chances que vos blocs soient choisis et donc plus de chances de récupérer des nouveaux bitcoins fraîchement créés. À l'inverse, quand beaucoup de gens sont connectés sur le réseau, quand il y a beaucoup de mineurs qui sont connectés tous ensemble, ça fait plus de concurrence et donc vous avez moins de chances d'être sélectionné, de résoudre le problème mathématique en premier et donc de gagner des nouveaux bitcoins. Et en fait, pour que la sécurité du réseau soit toujours optimale, il faut que les problèmes s'ajustent parce que si vous avez un grand nombre de mineurs qui d'un seul coup se débranchent du réseau, potentiellement ça pourrait créer une faille de sécurité. Donc en fait, quand cela arrive, le hash rate diminue et donc la difficulté des problèmes mathématiques à résoudre diminue également, ce qui fait que les acteurs qui restent connectés au réseau ont plus de facilité à résoudre les problèmes mathématiques et de faire en sorte que la blockchain ne s'arrête pas et que tout continue normalement. Et à l'inverse, quand il y a beaucoup de monde qui est branché sur le réseau, le hash rate augmente et donc la difficulté des problèmes à résoudre augmente également, ce qui fait qu'il y a plus de concurrence et donc moins de chances de récupérer les nouveaux bitcoins qui vont être créés. Mais voilà, tout ça est toujours dans le but de contribuer, dans tous les cas, à la sécurité du réseau Bitcoin. D'ailleurs, quand on est en bear market ou quand le prix du Bitcoin descend, vous avez forcément certains mineurs qui débranchent, puisqu'en fait, le minage coûte extrêmement cher en électricité. C'est d'ailleurs un des reproches qui est fait à Bitcoin. Ce qui fait qu'en fait, quand le Bitcoin passe en dessous d'un certain prix, vous avez certains mineurs qui ne sont plus rentables. Puisqu'en fait, eux, ils doivent payer des factures d'électricité qui sont conséquentes. Et donc, les nouveaux bitcoins qu'ils récupèrent, soit ils vont les vendre en totalité ou au moins en partie pour pouvoir payer ces factures d'électricité. Et il y arrive un moment où quand le prix du bitcoin a réellement chuté, la vente des nouveaux bitcoins que les mineurs vont récupérer n'est pas suffisant pour couvrir le coût électrique. Et donc à ce moment-là, vous avez donc des mineurs qui se débranchent du réseau, ce qui fait que pour ceux qui restent, c'est plus facile de récupérer les nouveaux bitcoins qui sont créés et donc de faire face à leurs frais. Il y a une chose qu'on n'a pas abordée encore jusqu'à maintenant et donc on va le faire tout de suite parce que c'est quand même un des points clés de la blockchain Bitcoin, c'est le halving. Alors le halving, qu'est-ce que c'est?
En fait, Satoshi, quand il a créé le Bitcoin, il a pensé à ça également. Et il a dit au début, sur les 4 premières années, donc de 2009 à 2013, pour faire très simple, à chaque fois qu'un mineur allait résoudre un problème mathématique et donc ajouter un bloc à la blockchain, il allait recevoir 50 bitcoins. Puis, cette récompense, en fait, elle est divisée par 2 tous les 4 ans. Ce qui veut dire que au halving de 2013, on est passé de 50 à 25. Puis au halving de 2017, on est passé de 25 à 12,5. Puis au halving de 2021, on est passé de 12,5 à 6,25, etc., etc., etc. Pourquoi? Parce que quand Satoshi a codé le Bitcoin, il a fait en sorte qu'il y ait une limite au nombre de Bitcoins qui puissent être émis et que son émission soit de moins en moins inflationniste en fait au fur et à mesure des années. Ce qui fait qu'en fait, la limite de 21 millions de bitcoins, normalement, elle ne peut pas être changée, même si on reviendra là-dessus et on verra que c'est pas totalement vrai. Mais dans l'idée, vous avez une limite à 21 millions de bitcoins. Normalement, vous n'en aurez pas plus, en tout cas dans les conditions actuelles des choses. Et donc, comme des nouveaux bitcoins sont créés toutes les 10 minutes, pour pas qu'on atteigne ces 21 millions trop rapidement, le système de récompense est divisé par 2 tous les 4 ans. Ce qui fait en fait que tous les 4 ans, le Bitcoin devient de plus en plus rare, parce que vous avez de moins en moins de nouveaux Bitcoins qui sont créés, ce qui va également participer à sa rareté, et donc forcément également à faire monter son prix, surtout quand il y aura en face, comme on le voit en ce moment, de plus en plus de demandes. Voilà, donc le halving, c'est un événement qui a lieu tous les 4 ans, et c'est généralement quelques mois après ce halving que commence le vrai rallye haussier, la phase parabolique du bull run, où toutes les cryptos explosent et où le Bitcoin monte énormément en prix, même si cette année, ça a été un petit peu différent, puisqu'avec les arrivées des ETF sur le réseau Bitcoin, et ben, Bitcoin a dépassé son précédent plus haut avant le halving. Mais il faut savoir que c'est la première fois que c'est arrivé. Peut-être que ça se reproduira sur les prochains cycles, peut-être pas. On verra à ce moment-là. Voilà, donc quoi qu'il en soit, le dernier Bitcoin devrait normalement être miné aux alentours de 2140. Donc je pense que d'ici là, vous et moi, on sera plus là pour le voir. Et à partir du moment où le dernier Bitcoin aura été miné, les mineurs seront récompensés pour la sécurité du réseau uniquement au travers des frais de transaction. Parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais aujourd'hui, donc les mineurs sont rémunérés avec l'émission des nouveaux bitcoins, mais également avec les frais de transaction. Et donc, peut-être que quand les derniers bitcoins auront été émis, les mineurs jugeront que les récompenses uniquement basées sur les frais de transaction ne seront pas suffisants. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là que peut-être la limite des 21 millions de bitcoins pourrait être amenée à être modifiée. En fait, il faut savoir que si 51% des mineurs et des validateurs et des nœuds arrivent à se mettre d'accord pour modifier ce consensus, ils pourront le faire. Aujourd'hui, il n'y a absolument aucun intérêt à le faire, bien au contraire, puisqu'aujourd'hui, cette limite de 21 millions de bitcoins, c'est ce qui fait, c'est ce qui contribue à sa rareté et qui contribue à tirer son prix vers le haut. Maintenant, encore une fois, quand les derniers bitcoins auront été créés, peut-être qu'à ce moment-là, il y aura un intérêt à changer cette limite pour maintenir la sécurité du réseau. Je ne sais pas. De toute façon, comme je vous ai déjà dit, on ne sera plus là pour y voir normalement. Voilà, et donc si vous avez bien suivi, tout à l'heure, je vous ai dit que la blockchain Bitcoin, c'était une blockchain qui était décentralisée, transparente et immuable. Donc on va en venir à la transparence. Et aujourd'hui, donc vous voyez là à l'écran, je suis sur le site Blockstream Explorer, dont je vous mettrai le lien en description encore une fois. Et vous pouvez avoir accès à tous les derniers blocs qui ont été minés. Donc ici, on voit que le dernier bloc qui a été miné, c'est le 873 978. Et donc, il a été miné le 9 décembre 2024 à 18h26 et 13 secondes. Il contient 4202 transactions. Et là, on a donc la taille et le poids du
bloc en question. Et si vous cliquez sur le bloc, vous allez avoir plus de détails. Vous voyez ici, vous allez avoir un certain nombre d'infos en plus. Et en dessous, vous allez avoir les transactions qui vont s'afficher. Et donc, vous pouvez littéralement tout consulter. Donc, alors, bien évidemment, la blockchain Bitcoin, c'est une blockchain qui est pseudonyme, c'est-à-dire que, comme je vous avais dit, il n'y avait pas marqué c'est monsieur Bernard Maurice qui a fait cette opération, mais vous avez bien donc ici une clé publique, hein, c'est cette clé publique qui a fait l'opération. Et si vous voulez voir au niveau de cette clé publique, quelle autre transaction aura été faite sur la blockchain Bitcoin via cette clé publique, et si vous voulez voir toutes les transactions qui ont été émises depuis cette clé publique, vous aurez la possibilité de le faire via les explorateurs de blockchain. Et donc c'est aussi grâce à ça que si une opération illégale est détectée par exemple par l'administration fiscale, eh ben, ils pourront essayer de remonter toutes les opérations qui auront été effectuées avec cette clé publique et essayer de remonter jusqu'au moment où la conversion entre euros et crypto a été faite, puisque normalement cette conversion aura été faite depuis une plateforme centralisée type Binance, Kraken, Coinbase ou que sais-je d'autre, et que sur ce type de plateforme, vous êtes obligé de faire un KYC et donc de donner votre identité. Et donc c'est grâce à ça, potentiellement, que les administrations fiscales de certains pays ont réussi à remonter jusque des gens qui avaient fait des opérations illégales via la blockchain de vente de drogue, de vente d'armes ou que sais-je encore. Voilà, donc via les explorateurs de blockchain, comme vous venez de le voir, on peut voir les derniers blocs qui ont été émis, on peut voir toutes les transactions qui sont contenues dans ces blocs, et grâce aux clés publiques que vous voyez ici, vous pouvez essayer de voir toutes les transactions qui auront été faites depuis cette clé publique. Donc c'est bel et bien transparent, puisqu'aujourd'hui, par exemple, si on prend une banque, vous n'avez absolument pas accès à tout ça. Vous ne savez pas quelles opérations ont été faites, ni à quel moment, ni vers qui, ni pourquoi, ni comment. Là, vous n'avez pas le comment, c'est sûr, mais vous avez quand même accès à toutes les transactions, de savoir quand elles ont été faites, quels montants ont été envoyés, etc., etc. Donc vous pouvez vraiment avoir un maximum d'infos, hein, parce que vous voyez, vous avez même les montants ici qui auront été transférés. Et si vous allez sur plus de détails, vous avez encore plus d'informations, hein. Donc vous voyez, on va pas rentrer dans les détails puisque même pour moi, je pense que c'est trop technique. Mais vraiment, voilà, si vous voulez creuser et si vous avez des gens qui s'y connaissent, vous pouvez vraiment avoir un maximum d'infos sur les opérations qui sont enregistrées dans les blocs, quand est-ce que ça a été fait, vers qui ça a été envoyé, et vous pouvez vraiment savoir un maximum de choses. Donc c'est bien une blockchain qui est transparente. Et donc, par rapport à la blockchain, on a une dernière chose à aborder qui va me permettre de faire une transition parfaite avec notre point suivant. C'est qu'en fait, la blockchain ne stocke pas d'argent. La blockchain stocke uniquement les données des transactions. Et donc, on va passer à notre point suivant qui est donc comment acheter et conserver du Bitcoin. Donc aujourd'hui, la plupart des gens, principalement les débutants, quand ils vont vouloir acheter des cryptos, ils vont aller créer un compte sur Binance, sur Kraken, sur Coinbase, sur crypto.com, sur KuCoin et toutes les dizaines et dizaines de plateformes centralisées qui existent. Ils vont faire leur KYC, ils vont envoyer leurs euros, leurs dollars ou leur monnaie fiat, peu importe laquelle, sur cette plateforme centralisée et ils vont l'échanger contre la crypto qu'ils voulaient acheter, que ce soit du Bitcoin ou autre chose. Et ensuite, ils vont laisser ces fonds sur cette plateforme jusqu'au jour où ils vont potentiellement les revendre pour récupérer leurs euros. C'est pas une mauvaise chose en soi, mais il faut quand même savoir qu'à la base, la crypto, ça a été créé pour reprendre en main et que vous déteniez réellement votre argent. Et il y a un dicton en crypto que je vais vous dire encore avec mon magnifique accent anglais qui dit Not your keys, not your crypto. En gros, si ce ne sont pas vos clés, publiques ou privées, ce ne sont pas vos cryptos.
Et dans le passé, au dernier cycle, par exemple, au dernier bear market, on a encore vu des plateformes énormes type Celsius, type Luna, type FTX faire faillite et perdre l'intégralité des fonds des utilisateurs. Ça veut dire que vous pouvez laisser vos cryptos sur les plateformes centralisées, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais il faut bien être conscient que vous prenez le risque que si cette plateforme fait faillite, vous allez perdre l'ensemble de vos fonds et vous ne pourrez rien y faire. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après avoir échangé avec certaines personnes dans certains groupes Facebook, il y a des gens qui pensent que c'est complètement impossible qu'une plateforme comme Binance, qui est aujourd'hui la plus grosse plateforme crypto du monde, fasse faillite. Pour rappel, FTX, c'était la deuxième plus grosse plateforme du monde. Donc oui, c'était derrière Binance, mais c'était quand même un truc énorme, hein. Donc vous ne savez pas comment ces sociétés-là sont gérées. Vous ne savez pas comment va leur comptabilité. Vous ne savez pas non plus ce qu'ils font avec vos cryptos quand vous les laissez là-dessus. Et aujourd'hui, vous avez des solutions qui existent pour contourner tout ça, pour ne pas avoir à faire confiance à ces plateformes centralisées, pour pouvoir détenir vos crypto-monnaies en nom propre et pouvoir les sécuriser par vous-même. Donc, je ne saurais que trop vous recommander de vous former à ce sujet. On va en parler un petit peu après, hein, mais je vais pas du tout vous donner suffisamment d'informations pour que, en tout cas sur cette vidéo, pour que vous puissiez savoir exactement ce qu'il faut faire et comment le faire, etc. Mais allez vous renseigner, allez chercher plus d'infos et s'il vous plaît, à partir du moment où vous commencez à détenir une certaine somme, et quand je dis une certaine somme, bah, c'est une somme qui commence à être conséquente pour vous, hein. 1000 euros, ça peut être une certaine somme aujourd'hui. 500 euros même, ça peut être une certaine somme. Pour certains, peut-être qu'une certaine somme, ça sera 20 000 euros. Bon, bah, j'en sais rien. Chacun voit midi à sa porte, hein, comme on dit. Mais à partir du moment où vous avez une somme qui est conséquente pour vous, achetez-vous une clé privée, une ledger, un trésor. Il existe plein de marques différentes aujourd'hui, mais c'est les deux marques que je connais le mieux et la marque que j'utilise à titre personnel, c'est Ledger. Achetez-vous une clé Ledger, ça coûte entre 60 et 120 euros en fonction du modèle que vous voulez. Et ça vous permet en fait d'avoir vos propres clés, c'est-à-dire clés publiques comme on a vu avant sur l'explorateur de blockchain et clés privées qui vous permettra en fait d'avoir l'accès à vos cryptos uniquement stocké chez vous et donc vous êtes le seul à pouvoir avoir accès à vos fonds. Ça implique, c'est sûr, des contraintes supplémentaires et une certaine responsabilité, puisque si vous perdez votre clé privée, vous perdez l'intégralité de vos fonds également, et il n'y aura personne qui ne pourra rien faire pour vous. Donc il faut bien en être conscient, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut faire les choses correctement. Malgré tout, il existe aujourd'hui tout un tas de solutions qui ont été mises en place par des entreprises, notamment Ledger et d'autres, pour sécuriser et conserver, quoi qu'il arrive, vos clés privées en sécurité, même en cas d'incendie, en cas d'inondation, ou que sais-je encore. Mais voilà, renseignez-vous à ce sujet, formez-vous là-dessus, et s'il vous plaît, à partir du moment où vous avez des montants qui sont importants pour vous, ne les laissez pas sur les plateformes centralisées. Achetez-vous un ledger, un trésor et stockez vos cryptos chez vous. Apprenez à vous servir de ces outils. Apprenez comment les maîtriser, comment s'en servir. Apprenez à devenir autonome à ces sujets-là, à conserver votre argent chez vous, à le sécuriser et à faire en sorte que personne d'autre n'ait accès à vos fonds que vous-même. Puisque c'est vrai que jusqu'à présent, sur ce segment, je vous ai parlé simplement du risque de faillite. Il faut savoir que ce n'est pas le seul risque qui existe à laisser vos fonds sur des plateformes centralisées. Il existe un risque de hack. La plateforme Binance s'est déjà fait hacker plusieurs fois. Les utilisateurs n'en ont pas vu l'impact, puisqu'à chaque fois, Binance a remboursé les pertes, mais Binance s'est déjà fait hacker plusieurs fois. Donc jusqu'à maintenant, ils ont réussi à rembourser les pertes, mais peut-être qu'un jour le hack sera tellement conséquent qu'ils ne pourront pas le faire. Donc faites attention. Et derrière,
il faut aussi comprendre que ces acteurs centralisés, en fait, ils fonctionnent comme les banques. Et si demain, un État considère que vous êtes une personne à risque, que vous êtes suspect au titre du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme, ou que sais-je encore, bah, ces plateformes sont tout à fait aptes à geler l'intégralité des fonds que vous avez sur les plateformes et vous ne pourrez pas les récupérer. Si c'est sur votre ledger, si c'est sur votre trésor avec votre clé privée à vous, personne ne pourra vous geler quoi que ce soit, personne ne pourra vous empêcher de faire quoi que ce soit avec votre argent. Donc il faut comprendre qu'en fait, la clé publique qu'on a vue tout à l'heure sur l'explorateur de blockchain, en fait, c'est un petit peu comme l'adresse. On va prendre l'exemple d'une boîte aux lettres. La clé publique, en fait, c'est l'adresse. C'est-à-dire, si on veut vous envoyer du courrier, bah, il faut qu'on ait votre adresse pour pouvoir vous envoyer du courrier. La clé publique, c'est la même chose. Si on veut vous envoyer du Bitcoin, il faut qu'on ait votre clé publique Bitcoin pour savoir où envoyer ces Bitcoins. Et derrière, vous avez ce qu'on appelle la clé privée. La clé privée, en gros, c'est la clé de la boîte aux lettres. C'est ce qui va vous permettre d'avoir accès à ce qui est à l'intérieur de la boîte aux lettres. Donc en fait, c'est ce qui va vous permettre d'accéder à vos crypto-monnaies. Vous êtes le seul à le détenir à partir du moment où vous avez un ledger, un trésor ou ce genre de choses. Vous êtes les seuls à détenir votre clé privée. Si vous la perdez, si elle est détruite, si elle est volée ou quoi que ce soit, tous les fonds que vous aviez dessus sont perdus. Le seul moyen de les récupérer, c'est d'avoir la clé privée, qui est donc une suite de 24 mots. Si vous n'avez plus ces 24 mots, c'est terminé. Donc, effectivement, en termes de simplicité, c'est bien plus simple de laisser ses fonds sur Binance avec un mot de passe, ou au pire, si on l'oublie, on fait mot de passe oublié, et puis Binance nous envoie un mail, etc., et on peut réinitialiser un mot de passe. Mais il faut bien comprendre aussi tous les risques que ça implique. Et après, si vous êtes vraiment débutant et que vous voulez pas trop vous prendre la tête avec ça pour le moment, laissez vos fonds sur Binance. Mais en tout cas, je vous suggère fortement de continuer à creuser le sujet et à vous former sur la crypto, et notamment sur le self-custody, à bosser sur ce sujet. Et quand vous vous sentirez plus à l'aise, que vous aurez compris tous les tenants et les aboutissants, comment ça fonctionne, comment vous pouvez sécuriser vos 24 mots, comment vous pouvez les conserver en sécurité, etc., je vous suggérerais vraiment de mettre ce système en place pour que vous déteniez vos cryptos en nom propre, en fonds propres, et que personne ne puisse faire quoi que ce soit à vos fonds, hormis vous-même. Donc on va passer maintenant à la diapo suivante et voir donc quels sont les facteurs qui influencent le prix du Bitcoin. Alors bien évidemment, il va y avoir des facteurs d'ordre généraux et des facteurs qui vont être propres au Bitcoin. Donc, dans un premier temps, on va commencer par les facteurs généraux qui sont propres à toutes les classes d'actifs. Et donc, le principal facteur qui fait monter ou descendre le prix d'un actif, Bitcoin ou autre, c'est simplement la loi de l'offre et de la demande. Moins il y a d'offres disponibles, plus il y a de demandes, plus le prix d'un actif va augmenter. Et c'est exactement ce qui se passe avec Bitcoin. On a déjà vu tout à l'heure, mais on reviendra dessus tout de suite après, qu'il allait être de plus en plus rare au fur et à mesure des années. Et donc, comme sa rareté augmente, son prix risque d'augmenter normalement lui aussi. Ensuite, vous avez tout le contexte macroéconomique. Le Bitcoin n'échappe pas à ça non plus. Lors de la crise sanitaire, notamment quand les confinements ont été déclarés un petit peu partout dans le monde, le prix du Bitcoin a dégringolé bien plus encore que le prix des autres actifs. Donc il n'est pas immunisé à la situation géopolitique et à tout ce qui se passe dans le monde. Donc bien évidemment, il sera également influencé par cela. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse et ce sur quoi on va le plus se concentrer, c'est sur les facteurs qui lui sont propres. Donc il y a déjà plusieurs éléments qu'on a abordés ensemble dans cette vidéo, sur lesquels on va revenir au moins brièvement. C'est donc le fait que le Bitcoin soit pour l'instant capé à 21 millions et que tous les 4 ans, les récompenses des mineurs diminuent de moitié avec le halving. Donc tout ça participe à faire en sorte que le Bitcoin soit de plus en plus rare. Et à côté de ça, on a bien évidemment une demande qui explose en face,
notamment depuis l'arrivée des ETF, qui sont arrivés donc en début d'année, où des fonds comme BlackRock, Fidelity, Vanguard et autres achètent du Bitcoin par millions, voire même par milliards. Il faut savoir d'ailleurs que l'ETF lancé par BlackRock sur le Bitcoin est le premier ETF à atteindre les 100 milliards de capitalisation aussi rapidement. Donc voilà, on voit qu'il y a vraiment une forte demande pour l'investissement en Bitcoin. Et donc, bien évidemment, ça participe à faire monter son prix. Ensuite, comme sur tous les marchés financiers, que ce soit l'immobilier, que ce soit les actions, que ce soit les obligations, les choses comme ça, tous les actifs financiers sont régis par des cycles qui sont plus ou moins longs. Généralement, un cycle sur les actions, c'est à peu près 20 ans. Sur l'immobilier, c'est même un peu plus que ça. Et donc, les crypto-monnaies n'échappent pas non plus à cela. Sauf que pour l'instant, en tout cas, vu que c'est une classe d'actifs qui est très jeune, les cycles sont actuellement de 4 ans. Et donc, on se retrouve tout de suite sur le site de TradingView avec la paire ici Bitcoin contre le dollar, avec en timeline une semaine, ce qui veut dire que chaque bougie que vous voyez sur le graphique en fait représente une semaine de temps. Et on va essayer de voir ensemble à quoi ressemble un cycle de Bitcoin. Donc on a eu le top de marché en 2017 où Bitcoin n'est encore jamais allé à ces prix-là. Et puis derrière, donc, on a eu des prises de profit en cascade et le prix qui a donc chuté pendant une longue période, hein, puisqu'on était au top en 11 décembre 2017 et qu'on est arrivé au bottom du cycle le 3 décembre 2018. Donc vous voyez quasiment un an pour arriver sur le plus bas du prix. Ensuite, on est resté sur ces niveaux de prix jusqu'au 1er avril 2019, donc 5 mois. Et à partir de là, on a commencé à avoir une reprise haussière de la tendance. Donc ici, pour faire très simple, début du bear market. Alors, ce qui est piégeux, c'est que quand vous êtes ici, vous avez absolument pas l'impression que c'est le début du bear market et vous commencez à vous en rendre compte quand vous êtes là. Hein. Mais ici, c'est bel et bien le début du bear market, du coup. Et ici, on est au bottom du bear market et ici, on reprend le bull run. On recommence une phase haussière. Donc là, ça nous amène en 2019. Donc on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Ici, on a une pattern un petit peu particulière, puisqu'ici, on a la crise Covid en mars 2020 qui nous a fait une bougie des enfers, alors que Bitcoin avait normalement repris un petit peu une tendance haussière. Hein. Mais en tout cas, voilà, donc on a rebaissé ici pour revenir sur le même plus bas que le minimum qu'on avait eu à ce moment-là. Voilà, c'est vraiment particulier, hein, c'était lié au Black Swan de la crise sanitaire, et on a tout de suite repris notre trajectoire haussière. Et donc le halving a dû arriver toc 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 à peu près par là. Et donc, vous voyez, comme vous le voyez, quelques mois plus tard, on rentre vraiment dans la grosse phase parabolique qui nous emmène en price discovery assez rapidement. On atteint un premier top de marché ici à quasiment 65 000 $. Il faut savoir que le cycle de 2021 a été un petit peu particulier puisqu'on a eu un double top, ce qui n'était pas arrivé habituellement, parce que là on a eu un premier top ici où on est redescendu très fort sur le Bitcoin et on est à nouveau remonté pour faire le deuxième top à un peu moins de 70 000 au 22 novembre 2021. Et comme vous allez voir par la suite, c'est exactement le même schéma qui se reproduit qu'entre 2017 et 2020, c'est-à-dire on descend aux enfers, on fait un petit bout de bougie qui remonte pour faire croire qu'en fait non, ça va encore repartir, mais derrière ça dégringole. Jusqu'à ce qu'on arrive au bottom ici à moins de 16 000 $ au 21 novembre 2022, alors qu'on avait fait un top au 15 novembre 2021. Donc vous voyez à chaque fois un an, hein, à peu près pour qu'on arrive pour passer du top de marché au plus bas du bear market.
Et à partir de là, donc on arrive au plus bas à peu près au 7 novembre 2022, on range pendant 3 mois jusqu'au 9 janvier 2023 et on reprend ensuite sur l'année 2023 une tendance haussière jusqu'au halving qui est arrivé du coup. Alors là, on a eu, avec les ETF, comme je vous avais dit, le Bitcoin a repassé son rallye haussier bien plus tôt que prévu et même dépassé son précédent plus haut avant le halving, puisque le halving est arrivé hop, à peu près ici. Et là, comme on voit, le Bitcoin avait déjà dépassé son précédent plus haut, puisqu'on est allé toucher les 73 500 à peu près. Et donc voilà aujourd'hui où nous en sommes. Nous sommes bien dans la phase parabolique. On verra jusqu'à où ça va nous emmener. Mais en tout cas, voilà. C'était important pour moi de vous montrer ces graphiques. Et il est très important, si vous souhaitez spéculer ou investir sur les crypto-monnaies, que vous compreniez les cycles. On va revenir sur notre diapo. Voilà, donc si comme la plupart des gens, vous êtes là pour faire de l'argent sur le marché des crypto-monnaies, il est primordial que vous compreniez les cycles, que vous compreniez comment ils fonctionnent et qu'au moment où vous allez investir, vous sachiez à peu près où on en est. Bien évidemment, on ne peut jamais savoir où on en est exactement, quand est-ce que va arriver le top de marché précisément, etc. Mais il est important de savoir au moins où on se situe au niveau des cycles. Si vous commencez à rentrer sur le marché des crypto-monnaies 1 an après le top du marché, vous savez que normalement, vous serez dans une bonne période pour recommencer à accumuler des crypto-monnaies parce qu'historiquement, les bottoms de marché, les prix les plus bas auxquels on aura le droit pendant les bear markets arrivent environ 1 an après le précédent top de marché. Ça, c'est une information qu'il faut connaître, puisque quand vous allez recommencer à racheter dans ces moments-là, dans ces moments de capitulation où il n'y aura plus personne qui s'intéressera aux crypto-monnaies, vous achèterez probablement les meilleurs prix du moment. Ensuite, derrière, vous savez que vous avez plus qu'à attendre que le halving arrive tranquillement et à continuer d'accumuler pendant ces périodes-là si vous le souhaitez. Et une fois que le halving est arrivé, vous savez que vous avez à peu près entre 5 et 6 mois à patienter pour que la phase exponentielle du bull run commence. Et puis ensuite, il y aura la phase euphorique qui généralement dure environ 2 mois. Voilà, donc tout ça, c'est des durées que vous devez connaître. Pas pour les suivre aveuglément parce qu'elles ne sont pas du tout gravées dans le marbre et rien ne dit que ce sera les mêmes durées sur les prochains cycles. Mais en attendant, historiquement, c'est comme ça que ça s'est passé et ça nous donne quand même déjà de très sérieuses indications sur à quel moment entrer, à quel moment commencer à sortir ou prendre des profits et à peu près où on se situe dans les cycles en fonction du nombre de jours écoulés depuis le dernier halving ou en fonction du nombre de jours écoulés depuis le dernier top de marché, etc. Voilà donc, ça c'est vraiment pour le coup le cycle du Bitcoin et je pense que c'est vraiment une chose qui est très très importante à connaître quand on veut faire de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. C'est peut-être même la chose la plus importante à connaître quand on veut faire de l'argent sur le marché des crypto-monnaies. Il y a une toute dernière chose qui peut potentiellement influencer le prix du Bitcoin, même si je suis pas vraiment sûr que ça ait une influence, je pense que c'est quand même bien qu'on en parle au moins un minimum. Comme on l'a expliqué plus tôt dans cette vidéo, le Bitcoin consomme énormément d'électricité pour être créé, ce qui fait qu'en fait le Bitcoin a un coût électrique par Bitcoin. Donc ce coût, il n'est pas du tout fixe parce qu'il est influencé par rapport au pays où vous êtes dans le monde. Effectivement, si vous venez payer votre électricité en France pour faire du minage, le Bitcoin va vous coûter bien bien plus cher que si par exemple vous allez miner du Bitcoin en Islande en utilisant la géothermie des volcans. Ce qui se fait pas mal d'ailleurs par certaines entreprises de minage. Donc voilà, ça peut, voilà, en tout cas un repère qu'on peut avoir pour savoir si le prix du Bitcoin est entre guillemets sous-évalué ou surévalué. C'est une indication supplémentaire que vous pouvez vérifier. Je suis pas convaincu non plus de la pertinence de cet indicateur, ni du fait que ça ait réellement un impact sur le prix. Mais en tout cas, voilà, ça nous aide à peu près à savoir combien vaudrait un Bitcoin, au moins utilitairement parlant, en fait, si juste son coût de création. Voilà.
Donc je pense qu'on a à peu près fait le tour des facteurs qui influencent le prix du Bitcoin. Et donc on va passer à la dernière slide qui est maintenant quelle est la suite pour Bitcoin et qu'est-ce qui va se passer pour lui. Donc l'objectif de ce dernier chapitre de la vidéo, c'est pas forcément pour le coup de parler de Bitcoin en tant qu'investissement, en tant qu'outil de spéculation, mais on va plutôt parler de Bitcoin, la technologie en fait en elle-même, parce qu'en fait ce que je veux vous faire comprendre avec ce dernier chapitre, c'est que Bitcoin continue d'évoluer et ce depuis le début. Le Bitcoin qui a été lancé en 2009 ou 2010 par Satoshi Nakamoto, quand il a été publié le premier logiciel Bitcoin Core, a beaucoup évolué depuis et continuera d'évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, il y a des centaines de développeurs à travers le monde qui continuent de travailler sur le réseau Bitcoin pour le sécuriser, pour l'améliorer et pour apporter des mises à jour, quelles qu'elles soient. C'est ce qui fait que, voilà, aujourd'hui, on peut par exemple, développer des smart contracts sur Bitcoin. On a réussi à amener des NFT sur Bitcoin, des tokens non fongibles. On a réussi à amener de la finance décentralisée sur Bitcoin. Certains essayent de faire en sorte que Bitcoin soit plus rapide. Certains essayent de faire en sorte que les frais soient moins élevés sur le Bitcoin. Alors, on a vu toutes sortes d'évolutions, ce qui n'était absolument pas prévu à la base quand Bitcoin a été créé. Et c'est ça qui est assez fantastique, en fait, c'est qu'à travers le monde, vous avez des centaines de personnes qui ne se connaissent pas, mais qui œuvrent dans le même but, de développer Bitcoin, de le sécuriser, et de faire en sorte, en fait, qu'il soit là encore pour les 100 prochaines années et même plus. Parce qu'il faut savoir d'ailleurs qu'il y a des vulnérabilités qui ont déjà été découvertes sur Bitcoin plusieurs fois, qui ont été patchées, qui ont été réparées par certains développeurs. Et heureusement d'ailleurs que ce sont des développeurs qui ont découvert ces vulnérabilités parce que ça aurait pu être relativement problématique autrement. Mais voilà, l'objectif, il est de vous faire comprendre que Bitcoin continue d'évoluer, qu'il y a toujours des gens qui continuent de travailler sur le protocole, qui continuent de travailler sur le logiciel, qui continuent de proposer des améliorations et qui continuent de faire évoluer le réseau dans le but de le rendre toujours plus performant et plus sécurisé. Parce que c'est surtout ça qui est important sur le Bitcoin, c'est que la blockchain soit sécurisée. Et voilà, donc je pense que c'était important pour les gens qui ont pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, de savoir qu'en fait, c'est pas juste un logiciel qui a été lancé il y a une quinzaine d'années et qui maintenant est à la dérive entre guillemets sur internet et où il se passe plus rien et en fait il y a juste des gens qui spéculent dessus, enfin qui achètent pour conserver, etc. Mais non, non, il y a toujours des gens qui travaillent sur la technologie et qui sont là jour après jour pour essayer d'améliorer, de le faire avancer. Donc peut-être que d'ici 10 ans, 20 ans, 30 ans, il y aura eu des améliorations encore considérables au niveau de la scalabilité du réseau, c'est-à-dire que le Bitcoin sera plus rapide que ce qu'il n'est actuellement. Peut-être qu'on aura la possibilité de faire d'autres choses qu'on n'imagine peut-être même pas encore sur le réseau Bitcoin. Je ne sais pas du tout de quoi l'avenir sera fait. Je ne sais pas du tout non plus où est-ce qu'il va aller en termes de prix, de market cap, de valeur. Mais en tout cas, voilà, je compte bien être là en tout cas pour les prochaines décennies, toujours m'intéresser au marché des crypto-monnaies, toujours être là, pour voir justement ce que Bitcoin va devenir et j'ai quand même hâte de voir, potentiellement ce qui va pouvoir, se passer sur ce marché parce que je suis convaincu que cette blockchain peut encore nous surprendre et nous amener tout un lot de surprises par rapport à ce qu'on pourra développer dessus plus tard, par rapport à son utilité et par rapport à ce qu'il va générer aussi en termes de rendement pour les personnes qui en auront acheté à des prix intéressants comme peut-être ceux qu'on peut voir encore maintenant. Est-ce qu'ils sont encore intéressants? Je ne sais pas. Seul l'avenir nous le dira. J'espère que vous aussi, qui avez pris le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout, vous serez là aussi pour voir ce que Bitcoin va devenir et peut-être même que vous participerez à ce réseau, à sa création, à sa sécurisation et à son développement. Et voilà, que vous ferez partie de la grande aventure qu'est Bitcoin.
Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo qui a été relativement longue. Il y avait énormément de choses à dire. Elle m'a pris énormément de temps à faire entre les recherches, noter les bullet points, essayer de rien oublier. J'ai essayé de vous donner un maximum d'informations pour que vous ayez un maximum de connaissances sur ce qu'est le Bitcoin. Et j'ai essayé également de simplifier les choses au maximum pour que tous les débutants qui tombent sur cette vidéo, comprennent tout simplement la technologie sur laquelle ils investissent. Parce qu'en fait, pour moi, quand on vient investir sur le marché des crypto-monnaies, il y a 2 choses, les 2 choses les plus importantes à comprendre. C'est l'investissement de manière générale, c'est-à-dire comment gérer ses émotions, avoir une stratégie d'entrée, une stratégie de sortie, heu, acheter quand ça baisse, vendre quand ça monte, enfin voilà, les principes de base de l'investissement qui sont les plus importants. Mais il est aussi extrêmement important de comprendre sur quoi on investit et donc de comprendre pour le coup sur les crypto-monnaies la technologie sur laquelle, repose et Bitcoin étant la première et la principale crypto-monnaie du marché, il faut que vous compreniez pourquoi Bitcoin a été créé, comment il fonctionne, sur quels acteurs il se repose et cetera. Voilà, donc j'espère vraiment que cette vidéo, elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire, pour m'encourager. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés par ce type de contenu, n'hésitez pas à leur partager la vidéo. Et puis moi, j'espère vous retrouver sur une prochaine vidéo pour vous aider à vous aussi devenir un investisseur indépendant. Allez, ciao, à la prochaine.